La guerre en Ukraine se poursuit et c'est un peu devenu une nouvelle normalité. Pourtant, il n'en est rien. La grande histoire est en marche et le monde change à toute vitesse devant nos yeux. Une des choses les plus compliquées dans ces moments, c'est de faire le tri entre les informations et les intox que toutes les parties prenantes au conflit diffusent. Nous allons donc essayer de nous concentrer sur les faits et de donner un éclairage contextualisé de la position de chaque bloc qui s'affronte plus ou moins directement. Allez, c'est parti. Partons sur les constats militaires. Premièrement, la carte d'occupation du territoire est globalement assez cohérente entre les sources américaines et les sources russes. La carte donnée par la BBC que vous voyez est datée du 7 mai, tandis que celle du 15 mai est donnée par le média Redovka, enregistrée en Russie. Au-delà de l'avancée des troupes, qui n'est pas tout à fait la même d'une carte à l'autre, on constate surtout que la petite région de la Transnistrie est donnée comme ralliée à la Russie du côté russe, tandis que l'Occident la considère comme neutre. Ce que j'en pense, c'est que peu importe ce qu'il en est réellement, il s'agit surtout d'un signal envoyé par la Russie pour montrer qu'il compte bien conquérir l'est de l'Ukraine, éventuellement jusqu'à cette région. On peut donc se dire que cette guerre est loin d'être finie, contrairement à ce que certains médias occidentaux peuvent raconter. Au-delà des cartes, vous trouverez tout et son contraire, et il est très difficile de faire la part des choses. D'un côté, vous avez le média Stratpol, qui vous donnera la vision pro-russe du conflit. De ce côté, l'armée ukrainienne est en déroute et la Russie prend le temps de conquérir le pays méthodiquement. De l'autre côté, vous avez notamment la chaîne de Xavier Titelman qui vous donnera à peu de choses près un discours tout à fait opposé. Selon lui, l'armée russe épuise ses forces, n'avance plus voire recule et tente tant bien que mal de préserver la conquête du Donbass. Où est la vérité entre ces deux points de vue extrêmement différents ? Seul l'avenir nous le dira. Comme toujours, peu importe les narratifs, seule la réalité des faits compte, et pour l'instant, la Russie est bien présente dans l'est de l'Ukraine. L'enjeu est important car en réalité, le stade d'avancement du conflit, qui et où en termes de troupes militaires, est une base pour les négociations pour, il faut bien le dire, à un moment redécouper le territoire. Donc c'est pour ça qu'on assiste à cette guerre de points de vue très clivants. Après, il est tout à fait clair que l'armée russe fait face à l'infrastructure militaire des USA et de ses pays alliés, ce qui n'est pas une mince affaire. La position d'attaquant de la Russie demande également beaucoup plus de moyens que la position défensive de l'Ukraine. Donc je ne doute pas que les pertes matérielles et humaines de l'armée russe soient bien réelles et probablement importantes. Il ne faut pas être naïf non plus. Par contre, sur le plan économique, on dispose de plus d'informations factuelles. Première chose à noter, le rouble dispose d'une santé de fer face à l'euro puisque le rouble est au-dessus de 2 écarts types par rapport à sa moyenne de long terme. Mais c'est aussi la même chose par rapport au dollar, même si on n'atteint pas les 2 écarts types. Ce tour de force est largement imputable à l'exigence de Moscou de refuser les dollars ou les euros pour se faire payer en roubles. C'est une décision qui a largement choqué en Occident, puisque de nombreux médias ont même parlé de chantage monétaire. Pourtant, partant du principe que l'Union européenne gèle les avoirs en euros de la Russie, mais aussi des citoyens russes, il est assez logique que la Russie refuse d'être payée dans des devises dont le droit de propriété n'est pas garanti. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. Dit autrement, en temps de guerre, il est logique que la Russie refuse de donner ses hydrocarbures contre rien. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Je me contenterai de rappeler à ceux qui sont choqués par cette rupture de contrat qu'en temps de guerre, par définition, les contrats sont mis à mal puisque l'on est déjà prêt à s'entretuer, ce qui va bien au-delà de la rupture d'un contrat. Sur le plan militaire, et quoi que l'on en dise, la Russie est en Ukraine et non l'inverse, donc l'avantage est plutôt à la Russie, même si leur avancée est sûrement moins flamboyante que le Kremlin ne veut bien le laisser penser. Sur le plan monétaire, l'avantage est également clairement à la Russie puisque cette crise a permis au rouble de redevenir une monnaie d'échange pour les matières premières, ce qui n'est pas rien. Dans le discours, de nombreuses voix politiques dénoncent la tentation de se plier à la volonté des Russes, mais en même temps, l'Union européenne cherche des solutions pour payer en roubles, selon les conditions de Moscou, en essayant de ne pas perdre la face, ce qui est un exercice assez compliqué, il faut bien l'avouer. Finalement, suite à quelques coupures d'approvisionnement d'énergie dans quelques pays réfractaires au paiement en roubles,
L'essentiel des sociétés européennes qui opèrent les achats de gaz russe se conforment à cette exigence. Dans le même temps, sur les marchés, les avis de tempête se succèdent. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, perd 25% depuis début janvier. Cela s'explique par un retour à la fois de l'inflation, mais aussi de cette régionalisation de la mondialisation. L'inflation a pour conséquence de rogner la confiance dans l'avenir, qui est un des piliers des valeurs technologiques, et la régionalisation de la mondialisation entre des blocs qui s'affrontent introduit des frictions dans les échanges économiques qui ne sont pas favorables à des entreprises de croissance dont l'objectif est de conquérir de nouveaux marchés. Concernant les marchés actions dans leur ensemble, le MSCI World est aussi en baisse de 11% au moment où j'écris ce script. Cela s'explique par tout ce que l'on vient de dire, mais surtout à cause du retour de la contrainte malthusienne. Nous avons vécu dans un monde d'abondance énergétique depuis 1 siècle et demi, et aujourd'hui l'heure a sonné pour l'Union européenne de se mettre à la diète. Gardons toujours en tête que la croissance de l'économie, c'est de l'énergie transformée. Pas d'énergie, pas de croissance. Or, aujourd'hui, avec les choix énergétiques qui ont été faits, et notamment la stagnation du nucléaire, nous n'avons pas de substitut aux hydrocarbures, bien que nous vivions à présent le pic de production tout pétrole. Concernant le gaz, qui est plutôt une énergie régionale, car elle se transporte mal, c'est pas non plus bien brillant. Et là, l'Occident ne peut plus être considéré comme un groupe homogène. D'un côté, les USA sont des exportateurs d'hydrocarbures car ils profitent de l'effet d'aubaine des pétroles et gaz de schiste. Je parle bien d'effet d'aubaine car ces ressources sont vouées à décliner très vite. Pour faire très court sur ce sujet, considérez les gaz de schiste comme du pétrole pas fini, encore très jeune. Du coup, il est difficile à extraire parce qu'il est collant, gluant et bien intriqué, bien emmêlé dans les roches dans lesquelles il se trouve. Les puits deviennent donc inexploitables très rapidement et il faut multiplier les forages pour gratter un peu plus à chaque fois. Donc d'ici 2025, voire 2030, la production des hydrocarbures issus des pétroles de schiste aura pris beaucoup de plomb dans l'aile. Pour autant, au jour d'aujourd'hui, les USA disposent d'assez d'énergie pour leur économie. Et là, ce n'est pas notre cas en Europe. Du pétrole, nous en avons de façon marginale, nous sommes donc de gros importateurs. Par contre, le pétrole est une énergie qui voyage bien. Vous mettez dans des cuves à température et pression ambiante et vous le transportez facilement. C'est pour ça que l'Union européenne a déclaré aussi facilement, entre guillemets, un embargo progressif sur le pétrole russe. En cherchant ailleurs et en acceptant de payer le prix, on peut rester dans la course par rapport aux autres. Par contre, sur le gaz, c'est pas du tout la même histoire. Un petit tiers de notre gaz vient des pays du nord de l'Europe, donc là ça joue, mais plus de 40% du gaz vient de Russie, et là ça joue plus du tout. Déjà, la Norvège a passé son pic de production gazier, c'est donc une source d'approvisionnement en peau de chagrin, et en ce qui concerne le gaz russe, nous n'avons aucune source d'approvisionnement de remplacement à notre disposition. Les USA peuvent bien nous en envoyer un peu de leur gaz liquéfié, mais ils n'ont pas de gros excédents non plus. De plus, le prix ne sera vraiment pas le même car transporter du gaz par des méthaniers, ça coûte très cher parce qu'il faut liquéfier le gaz, donc le mettre à des pressions qui ne sont pas du tout ambiantes, à des fortes pressions. Et ça veut dire qu'à l'arrivée, en France ou en Europe, il vous faut des terminaux pour retransformer le gaz pour qu'il soit transportable dans les gazoducs. Donc là, déjà on va manquer de méthaniers, on n'a pas forcément les terminaux de transformation et tout ça de toute façon coûte très cher. L'Europe se retrouve donc dans une très mauvaise position car nos tissus économiques seront les premiers à s'arrêter dès que les prix se tendent puisque nous aurons une prime supplémentaire sur le gaz par rapport aux USA ou à l'Asie. D'ailleurs, parlons-en de la Chine qui pourrait bien sortir grande gagnante de toute cette histoire. Regardez. D'un côté, sur le plan militaire, les USA et la Russie consomment leurs ressources militaires l'un contre l'autre, et de l'autre côté, la Chine observe patiemment en renforçant son armée et en apprenant beaucoup de ce qui se passe sur le terrain. Les USA et la Russie subissent aussi la lassitude de leur population par rapport à cette guerre. Si engager un conflit peut être gagnant politiquement à court terme, enchaîner les conflits importants devient coûteux car la population est rarement partante pour subir les effets de ces conflits sur le long terme. Le flux gazier qui allait vers l'Europe est en train de se réorienter vers la Chine. Ce que l'Europe va perdre, c'est l'Asie qui risque bien d'en profiter. Donc, lorsque l'Union européenne et quelques années plus tard les USA vont devoir gérer la décroissance forcée par manque d'énergie, la Chine bénéficiera d'une industrie nucléaire de pointe car elle investit massivement dans cette industrie, mais aussi des hydrocarbures russes. C'est une aubaine incroyable pour la Chine qui est un pays qui manque d'énergie à l'échelle de ses besoins pour financer énergétiquement sa croissance.
En gros, nous allons transférer nos réserves énergétiques à la Chine au moment où un hiver énergétique s'abat sur nous. Donc oui, je suis plutôt serein pour la Chine. Alors, d'accord, depuis la mi-avril, les obligations chinoises connaissent un repli d'environ 6%. Mais cela est dû en grande partie à sa politique de lutte contre le Covid, et dans une moindre mesure au contexte mondial du commerce international qui n'est pas très favorable en ce moment. Pour autant, la Chine semble amorcer un déconfinement de sa population, ce qui est une bonne nouvelle pour la peine. Bref, les fondamentaux sont toujours là, et les obligations chinoises font partie des rares obligations dans le monde avec un taux réel positif. Enfin, fermons cette vidéo en parlant des taux d'intérêt des banques centrales et des politiques de restriction monétaire. C'est la Fed qui ouvre le bal. La Banque centrale américaine a décidé de remonter les taux jusqu'à 8 fois cette année et elle a commencé le 16 mars avec une hausse d'un demi-point. La logique est assez simple, pour lutter contre l'inflation, il faut monter les taux. Mais si les taux montent trop, alors c'est la récession. La Fed sait bien, comme tout le monde, que la récession est un passage obligé. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit trop forte au point de déclencher une énorme crise. Et là, ça devient de l'équilibrisme de haut vol. C'est ce qui explique que la Fed ait annoncé 8 petites hausses de taux au lieu d'une ou deux très grosses. Par contre, le problème peut être posé en chiffres assez simplement. Si on admet une inflation de 5 à 10%, disons qu'il est nécessaire de remonter les taux à au moins 7,5%. Sachant qu'aujourd'hui ils sont à 1%, il faut encore les remonter de 6,5%. Sachant que la dette des USA est de 30 500 milliards, cela représente un coût pour les finances publiques de 2 000 milliards par an qui devront s'ajouter aux milliers de milliards de déficits plutôt structurels du budget de l'État, soit 3 000 milliards chaque année. C'est tout simplement une explosion de la dette à grande vitesse. Cela aurait bien sûr un effet potentiel désastreux sur le taux de change du dollar face à des monnaies comme le rouble ou le yuan. Concernant l'euro, il est fort probable qu'il chute peut-être encore plus vite à cause de notre manque d'approvisionnement en énergie, ce qui pourrait masquer partiellement la chute du dollar. Bien sûr, tout ceci restera sûrement de l'économie fiction, car en faisant une cote très mal taillée de ce qui s'est produit depuis 50 ans, lorsqu'il a fallu négocier les hausses de taux, nous pouvons observer que le seuil de douleur maximum du tissu économique qu'il est capable de supporter diminue un peu plus à chaque répétition de ce cycle. En faisant une prolongation de tendance grossière, on peut déterminer un seuil de douleur pour cette année d'environ 2,5 à 3% en forçant à fond sur les manettes. Donc clairement, on est loin des 7,5% requis, et si je devais parier, je dirais qu'en l'état actuel des choses, les USA ne peuvent pas remonter les taux, à moins d'introduire un changement majeur. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, un événement de rupture qui servirait de prétexte pour faire passer des choses qui, a priori, n'étaient pas possibles. Par exemple, si la crise des mesures anti-Covid a permis d'enfermer tout le monde chez soi, ce qui paraissait impensable quelques semaines avant que cette décision fût prise, eh bien, on peut imaginer que le prétexte de la guerre puisse justifier toutes les mesures les plus folles en termes de politique monétaire. On appellerait ça de l'économie de guerre 2.0 ou la crise Poutine ou quelque chose du genre. Et là, on pourrait voir toutes les théories monétaristes dites modernes être mises en œuvre de façon tout à fait fantaisiste. Si vous voulez savoir en quoi ça pourrait consister, en France, nous avons Jean-Luc Mélenchon qui nous promet des contrôles des prix et de capitaux. C'est assez peu original et très peu enthousiasmant, mais c'est ainsi que finissent les économies en crise, quels que soient les termes et les modalités choisis. Nous allons donc vivre une période pleine de changements et je ne peux que vous inciter à cultiver la diversité de votre patrimoine, de travailler sur vos compétences pour être une personne réellement utile à la société, pour vous garantir une place sociale. Enfin, pour ceux qui le peuvent, de garder un esprit entrepreneurial afin de chercher des solutions aux problèmes qui nous tombent dessus. Premièrement, être entrepreneur, c'est quelque chose de très stimulant et pour moi, c'est la meilleure façon de ressentir ce qu'est la liberté. Et deuxièmement, ceux qui savent apporter des solutions aux problèmes en temps de crise qui se posent à la société en sont généralement largement récompensés car ils sont tout simplement extrêmement utiles aux autres. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!